Je ne pourrais pas compléter cette série de vidéos sur la sonde de court-circuit délicate sans parler du firmware du microcontrôleur PIC. Bidouilleurs, bidouilleuses, salut! Cette vidéo est la troisième partie de ce petit projet de sonde de court-circuit délicate. Délicate car il y a des risques à utiliser un multimètre en mode ohmmètre sur un PCB composé de circuits logiques et de microprocesseurs, spécifiquement que la tension produite par le multimètre en mode ohmmètre et même en mode diode pourrait dépasser la tension d'opération des portes logiques sur la plaquette et ainsi pourrait endommager ses composants. La sonde que je vous propose dans cette série est donc une réponse à ce risque de dommage. Elle fonctionne à très basse tension et bas courant, contrairement à la majorité des sondes proposées. Et en plus, elle offre une résolution de détection bien meilleure que le petit multimètre moyen là, qui n'affiche que 0,1 ohm comme résistance minimale. En fait, la sonde constitue aussi un excellent testeur de continuité pour, par exemple, suivre des pistes sur une plaquette PCB, sans risque de causer des dommages. Dans les deux premières vidéos, je vous ai montré le côté matériel de la sonde. J'inclus un lien vers ces deux vidéos dans la description ci-dessous. Dans cette vidéo-ci, aujourd'hui, je vais m'attarder au code source du petit microcontrôleur PIC 12F683 de Microchip. C'est le microcontrôleur qui anime cette sonde. J'ai choisi le PIC 12F683 pour les raisons suivantes. Il est peu cher, il fonctionne sur une tension d'opération très basse et il consomme peu de courant. Et il est petit, seulement 8 broches, même SOIC 8 si on le désire. C'est donc un choix motivé par une utilisation sur pile ou sur accumulateur, un peu comme un multimètre de poche. Bien sûr, le choix d'un petit microcontrôleur impose certaines restrictions du côté de la complexité du code source. Avec seulement 4 kilooctets de mémoire de programme, la mémoire flash, et 128 octets de mémoire vive, il faut coder de manière frugale et surtout éviter les calculs mathématiques complexes. Ça nous permet tout de même de faire de la programmation en langage C. Non, pas d'assembleur ici. Donc, allons voir le code source en débutant par un petit commentaire sur les droits d'auteur de mes réalisations. Alors, faisons le travail de passer à travers le code. C'est un exercice qui peut être difficile. Ça dépend comment je réussis à synthétiser tout ça. Ça dépend le niveau de détail que je veux atteindre. Là. Mais bon, je vais essayer cette fois-ci. Avant de débuter, j'aimerais juste vous préciser quelque chose. Et c'est rendu la norme maintenant, beaucoup, lorsqu'on publie du logiciel, comme je le fais. Là. On doit spécifier de plus en plus le type de licence, donc les droits qu'on accorde à ceux qui vont utiliser notre travail, que ce soit pour du logiciel, du matériel, donc tous les projets que je publie sur la chaîne Électro-Bidouilleur ou sur mon site web, bien maintenant, je spécifie clairement c'est quoi la licence. Et c'est écrit dans le haut de ma page web ici, j'ai ajouté une cartouche quand vous allez dans le lien, les fichiers d'Électro-Bidouilleur, bien, vous voyez que j'ai ajouté une cartouche. La licence que je vais utiliser à l'avenir, je pourrais toujours changer, mais pour l'instant, la licence qui me va le mieux, c'est celle-ci, c'est la licence Creative Commons BYSA, c'est la 4.0. Alors, qu'est-ce que cette licence vous accorde comme droit, ou m'accorde comme droit, si vous voulez, là? Vous avez le droit de copier le travail que je publie, vous avez le droit de le modifier, vous pouvez le partager, vous pouvez aussi le montrer, il n'y a aucune difficulté de ce côté-ci. Mais il y a deux conditions. La première, c'est que vous devez créditer le travail, donc l'œuvre d'origine, l'œuvre originale. Donc, vous devez dire si vous publiez à quelque part votre projet, si vous le vendez, même parce que vous pouvez le faire même de façon commerciale, utiliser mon code, il n'y a pas de problème, mais vous devez quand même me créditer pour le fait que c'est moi qui étais à l'origine du projet. Et donc, vous pourriez dire, auteur original, Bertrand, Électro-Bidouilleur, vous pouvez pointer à ma chaîne avec un lien ou pointer à mon site web. Ça, c'est ce qu'on appelle créditer l'auteur. L'autre condition, c'est que si jamais vous faites des modifications au projet,
Vous ne pouvez pas en prendre possession et dire et changer le type de licence. Ça doit demeurer un projet donc de la même licence, c'est-à-dire Creative Commons BYSA. Et donc, avec les mêmes conditions d'utilisation. Même si vous en faites un produit de façon commerciale, vous ne pourrez pas prétendre être l'auteur et d'avoir tous les droits sur le produit. Parce que la licence doit être préservée, le même type de licence. OK, alors, autrement dit, si vous travaillez chez vous, puis vous brûlez un pic, puis vous le mettez, puis vous créez la sonde, vous n'avez pas à me rendre crédité, là, vous n'avez pas à me créditer pour cela. Là. Ce que je veux dire, c'est si vous republiez, si vous mettez sur GitHub, si vous faites une vidéo, vous voyez ce que je veux dire, là. Si ça devient public, votre travail, ben, vous devez vous assurer de me créditer. Et si jamais le produit est modifié par plusieurs et ramassé par un, puis par un autre, puis par un autre, comme une chaîne, toute la chaîne doit être identifiée comme étant les auteurs à l'origine. D'abord par moi, ensuite par les autres. Là. C'est une question là, de rendre crédit à l'auteur à l'origine. Je crois que ça a bien du sens. Donc, ça, c'est côté licence. Maintenant, la plupart des projets que je vais publier, ça va être clairement indiqué parce que j'ai eu des demandes de gens qui me disaient « Est-ce que je peux prendre votre travail? Est-ce que je peux même en faire un produit? Est-ce que je peux faire une plaquette PCB? » Absolument, vous pouvez, en autant que vous créditez Électrobidouilleur pour le travail. OK. Alors ça a été mentionné. Maintenant, allons-nous-en sur le code source. Je ne suis pas un expert du code source. Je vous le dis, moi, je suis un bidouilleur de logiciels. Mon expertise là, de carrière, c'est le matériel, l'électronique matérielle. Alors, le logiciel, pour moi, c'est du bidouillage. Alors, c'est très possible que des experts en codage là, voient des erreurs, voient des simplifications qui auraient pu être faites. Tout à fait, c'est très possible. Moi, je vois ça comme de la façon suivante. Ça fonctionne bien, tant mieux. Je l'utilise. C'est comme ça que je code. Là. Je me rends pas malade avec du code source. Okay? Alors, j'ai divisé, bien sûr, le code source en différentes sections. C'est du C. J'ai utilisé, bien sûr, la plateforme de microchip elle-même, MPLABX IDE. Alors, j'utilise la version 5,45 et c'est compilé avec le compilateur microchip aussi qu'on ajoute, là, le XC8. Celui que j'ai utilisé, c'est la version 2,31. OK, alors ça, c'est l'environnement dans lequel j'ai fait le développement du code. Alors, comme d'habitude, on a toujours des directives qu'on peut passer au compilateur et j'en ai donné quelques-unes, entre autres que je vais utiliser le compilateur XC8 et que c'est pour le PIC 12F683. Ça va utiliser le fichier d'entête, donc toutes les définitions de broches sont déjà faites dans ce fichier PIC12F683.h. J'ai juste à appeler les étiquettes. Je n'ai pas besoin à dire à quelle adresse, autrement dit. Ça simplifie beaucoup le code. Okay? Vous allez voir ça un petit peu plus tard. Là. On en voit partout des étiquettes. Là. Et je spécifie aussi la fréquence de l'oscillateur qui va être utilisé dans le PIC. Le but de ça, c'est d'aider le compilateur et le débogueur à fabriquer des bonnes boucles pour du minutage. Par exemple, si je veux créer un délai d'un dixième de seconde, le compilateur va présumer la fréquence ici sur l'oscillateur pour calculer le bon délai dans une boucle. Okay? C'est un bon exemple. Le débogueur, par exemple, va utiliser aussi cette donnée. Bon, j'ai défini deux étiquettes aussi, on, off pour 1 et 0. On dit, si vous voyez le mot on dans le code, ça veut dire 1. Off, même chose, ça veut dire 0. Alors ça, c'est des instructions, des directives au compilateur. Maintenant, j'ai aussi défini des variables globales. Bon, écoutez, j'ai créé une variable dans une boucle I. Hein, c'est souvent on utilise la lettre I, J, K. Bon, j'en ai créé une. J'ai différents compteurs que je me suis créés parce qu'il y aura du minutage à compter, des boucles. Et donc, j'ai besoin là, de compter des délais pour allumer la tonalité, éteindre la tonalité, faire tomber le microcontrôleur en dormance, donc en veille. C'est ce genre d'informations-là là, que j'ai besoin. J'ai besoin de stocker la valeur qui est lue sur l'ADC et la valeur lorsque j'appuie sur le bouton pour faire la normalisation des sondes. Alors, c'est des différentes valeurs que j'ai créées. Une des choses que je fais aussi dans mon code source, il y a plus d'une façon de le faire dans MPLABX, mais moi, je le fais directement dans mon code. J'écris les configurations des fameux fusibles dans le microcontrôleur PIC. Je les liste clairement
plutôt que de les faire dans l'environnement IDE, je les mets dans mon code source pour que ça soit clair pour tous et chacun. Qu'est-ce que je mets à allumer puis qu'est-ce que je mets éteint au niveau des différents paramètres là, de fusible. Alors là, c'est certain que quelqu'un qui ne comprend pas le terme fusible, il faut aller fouiller dans la documentation du microcontrôleur PIC. Lorsqu'on fait du code comme ça, on ne s'en sort pas. L'Arduino est beaucoup plus simple, je le concède. Vous allez voir que je fais des initialisations avant de commencer à exécuter le code principal. Je fais toutes sortes d'initialisations. Dans l'Arduino, on a tendance à négliger tout ça. On présume que tout est allumé, toutes les entrées sont configurées, ou toutes les sorties, les ADC sont éteints par défaut, et ainsi de suite. Dans le PIC, moi, je préfère tout configurer à la façon que je désire, et c'est fait au début, et après ça, c'est en dehors de la boucle. Donc, ça ne ralentit rien en soi, et ça devient très clair ce qu'on essaie de faire. Alors, les fusibles ici, je les configure. Ce sera l'oscillateur interne, c'est peut-être le seul que je peux mentionner. J'utilise l'oscillateur interne qui va rouler à 8 MHz, et les broches d'entrée, sortie qui pourraient être utilisées pour un oscillateur externe, ça sert pour des entrées d'usage général, entrée-sortie d'usage général. Alors, c'est la configuration que j'ai mis ici. Bon, il y a des petites boucles là, que j'utilise pour faire du minutage, par exemple, un délai de 1 milliseconde. Alors, j'appelle cette fonction qui va à chaque fois faire un délai avec un chiffre, un nombre que je fournis ici. Et donc, si je veux faire 100 millisecondes, je vais mettre 100 quand je vais appeler la fonction. Vous allez le voir plus tard. Et ça va faire un délai de 100 millisecondes. Alors, ça, c'est la partie délai. J'ai même laissé celle qui permet de faire des tranches de 100 microsecondes. Je l'ai commentée. Elle ne sert pas, mais je la laisse dans le code. Un jour, quand je vais reprendre cet exemple-là pour faire d'autres codes sources, ah oui, c'est vrai, j'avais aussi cette fonction-là disponible. Bon, alors, j'ai aussi créé une petite fonction qui va lire l'ADC. Parce que là, ici, dans ce projet-ci, on lit l'ADC à répétition pour faire les lectures là, de tension amplifiées par l'OPA 333. Là. Donc, j'ai créé une petite fonction et cette fonction-là fait une lecture d'ADC et retourne la valeur de 10 bits, puisque c'est un ADC de 10 bits. Retourne ça. Lorsque la fonction est appelée, la fonction fournit un résultat dans le code source. On va le voir plus tard. Alors, vous voyez, ça, c'est un autre exemple d'étiquette qui est prédéfinie dans le fichier d'entête et qu'on peut utiliser ici pour lancer une conversion d'ADC, attendre que la conversion soit terminée, parce que ça prend un certain délai pour faire une conversion d'ADC, et retourner la valeur après, tout simplement, de la lecture de l'ADC. Alors, il y a la routine d'interruption. Ça, c'est la grosse routine, c'est le gros morceau du code. Je la laisse de côté pour l'instant. Je vous amène tout de suite dans la fonction principale. Okay? Donc, la fonction main, qu'on appelle normalement dans le code source. Je vous mentionnais que je configure tous les registres en partant. Même si je ne m'en sers pas, je m'assure que les fonctions, les périphériques que je ne me servirai pas, sont mis à off. Alors, j'ai ici mis toutes les valeurs, puis je les mets en binaire parce que quand on va voir la définition de chacun de ces registres, dans la documentation du microcontrôleur, on s'aperçoit que chaque bit est configurable. Alors, c'est mieux de les mettre ici de façon binaire à l'écran pour qu'on puisse bien comprendre que le bit 3 est allumé, le bit 4 est éteint, et ainsi de suite, ainsi de suite. Alors, c'est les différents registres qui sont configurés. Bien sûr, je vais configurer une interruption d'une minuterie, la minuterie TMR1, et c'est la minuterie TMR1 là, qui va vraiment piloter toute la fonction d'interruption. On va voir ça plus tard, d'accord? Je configure bien sûr les entrées-sorties de la bonne façon, l'entrée de l'ADC sur la broche GP0, la sortie de tonalité qui va vers le piezo sur GP1, l'entrée du bouton de normalisation et de réveil du CPU sur GP2, la sortie qui permet d'allumer et d'éteindre l'alimentation sur l'ampli opérationnel là, à travers le transistor, c'est GP4. Bon, alors, j'ai défini mes broches ici et du fait qu'ils sont en entrée ou en sortie. On fait un petit délai. Surtout au départ, on n'hésite pas, on laisse le système se stabiliser et là, on part. Okay? Alors, j'ai mis un délai de 250 millisecondes.
Je ne peux pas aller plus que 255 dans un appel, puisque c'est une valeur, dans la fonction, c'est une valeur qui est utilisée maximum de 8 bits, donc 250. Je permets les interruptions. Une fois que j'ai toutes fait mes configurations, là, je permets les interruptions de se produire. Et l'interruption viendra de TMR1, okay? Un petit peu plus tard. Là, j'aurai au préalable sauvegardé en valeur EEPROM. Vous allez voir un petit peu plus tard, je vais sauvegarder ici, lorsqu'on appuie sur le bouton pour faire la normalisation, bien, je sauvegarde des valeurs dans la mémoire flash EEPROM du PIC. Tout simplement pour que lorsqu'on allume l'appareil, on n'ait pas nécessairement à refaire une normalisation. Alors, je vais lire les valeurs qui sont en mémoire, que j'aurai au préalable sauvegardées, la session d'avant, la fois d'avant, et je la recharge en mémoire. Si la valeur indique FF, c'est qu'il n'y a pas eu de valeur de sauvegarder. À ce moment-là, je mettrai la valeur par défaut de 400. Okay? Mais sinon, je recharge la valeur à l'adresse 0 de EEPROM et la valeur à l'adresse 1. Et vous voyez ici que c'est une valeur en 16 bits. Donc, je mets la valeur en adresse 1, je la multiplie par 256, donc je la déplace de 8 bits et j'ajoute la valeur à 0 ici. Donc, c'est une valeur de 16 bits. Maintenant, on tombe dans la boucle principale. Ce que vous voyez ici, c'est la boucle principale. Alors, il n'y a pas grand-chose dans la boucle principale parce que tout se passe dans la routine d'interruption. Alors ça, c'est la boucle principale while, et elle débute ici et elle se termine ici. Et là-dedans, qu'est-ce qu'il y a? Si le bouton poussoir pour faire la normalisation est enfoncé, bien, fais la lecture de l'ADC et sauve cette valeur, la lecture exacte de l'ADC, donc directement de l'ADC, et sauvegarde-la dans la mémoire flash. C'est ce qu'on a fait, d'accord? Et à ce moment-là, on pourra utiliser cette valeur comme étant notre valeur par défaut pour pouvoir faire, si vous voulez, un delta plus ou moins cette valeur. Autrement dit, la tonalité va jouer autour de ce point qu'on aura mis en mémoire. Par la suite, lorsqu'on fait une lecture de l'ADC, on la corrige de cette valeur que j'aurai mesurée, qui vient de la mémoire, de la normalisation qu'on vient de faire. Donc, lorsqu'on produit la tonalité, on va utiliser la lecture qu'on aura faite de l'ADC à tout moment en touchant nos objets, mais on fait la correction de la valeur lorsque c'est court-circuité. C'est pour ça que je l'ai appelé sensor, shorted, donc court-circuit, la valeur court-circuitée. Et ça, vraiment, ça va nous permettre de sortir une tonalité qui tourne autour du point de normalisation qu'on aura fait. Et je fais un petit délai ici de 60 millisecondes parce que je me suis aperçu que si je ne stoppe pas la boucle, ça roule trop vite et l'oreille a beaucoup de difficulté à entendre la tonalité qui est produite par le piezo. Si elle varie, on ne réussit pas à bien saisir la tonalité. Donc, on ralentit tout pour permettre à l'oreille d'entendre la tonalité. C'est le but de la chose. OK. Maintenant, ça, c'est la boucle. Donc, lecture de l'ADC, tout simplement. Lecture de l'ADC, lecture de l'ADC en rotation avec une petite pause. Et si on appuie, on traite la sauvegarde de la valeur de normalisation en mémoire EEPROM et on met à jour, bien sûr, la valeur qu'on va utiliser dans notre calcul toujours. Maintenant, qu'est-ce qui va faire qu'on va aller exécuter le code qui produit les tonalités? Parce qu'on n'a rien vu ici sur la production de tonalités. Là. Bien, tout ça va se passer dans la routine d'interruption qui est appelée par le compteur TMR1 à chaque fois que le compteur revient à 0,0. Donc, ce qu'on appelle un rollover, donc il roule à 0, donc il a atteint 65 535 et il roule à 0. À chaque fois que ça se produit, la routine d'interruption que vous voyez ici va être appelée. Alors oui, j'utilise deux minuteries dans le code source, la minuterie TMR1 et la minuterie TMR0. La minuterie TMR1, c'est elle qui va servir à produire la fréquence de la tonalité. D'accord? Donc, elle va générer une interruption à chaque fois que la minuterie TMR1 roule à 0. Et donc, ça sera très précis, en autant que je mets toujours la même valeur dans le registre TMR1 et que je laisse la minuterie TMR1 rouler jusqu'à 0. Ben, ça sera très précis, on entendra une belle tonalité à fréquence constante. Si je change la valeur de TMR1 à chaque fois qu'elle roule à 0, je mets une valeur différente la fois d'après, la tonalité va être différente.
mais il faut saisir qu'à chaque fois que la minuterie TMR1 va croiser le 0, donc fait le rollover, je vais changer l'état de la broche qui produit la tonalité d'un niveau bas à un niveau haut, à un niveau bas, à un niveau haut, à chaque fois que le compteur TMR1 bascule à 0, 0, 0, 0. Alors, pourquoi j'utilise cette méthode? Certains vont me dire, tu aurais pu utiliser le générateur PWM, donc d'impulsion à largeur modulable. Oui, j'aurais pu, mais malheureusement, la fréquence de production du PWM, c'est un registre de 8 bits. Et donc, la granularité pour pouvoir couvrir une très large gamme, une plage de fréquences, avec 8 bits, là, ce n'est pas suffisant, ça ne me donnait pas la plage dont j'avais besoin à l'oreille. Ça n'aurait vraiment pas bien fonctionné. C'est pour ça que j'utilise une minuterie. La minuterie est potentiellement de 16 bits. Donc, ça nous donne toute la possibilité là, de moduler la durée, donc la période de la tonalité qu'on produit en utilisant la minuterie TMR1. D'accord? Plutôt que le PWM. Le PWM, c'est surtout utilisé à fréquence constante, mais à rapport cyclique variable. Le but d'un PWM, c'est de faire varier le rapport cyclique. Pas tant de faire varier la fréquence. Ce n'est pas le but premier d'utiliser un PWM. L'autre minuterie TMR0, elle me sert à produire les bips de tonalité et à compter pour tomber en sommeil au bout d'environ 1 minute. Donc, c'est une minuterie que je roule à plus long terme et je ne la remets pas à 0. Lorsqu'elle croise, je fais mes changements, mais je la laisse poursuivre. Ce n'est pas critique. La minuterie TMR0 va produire le petit pip à toutes les, par exemple, 10 secondes ou 5 secondes. J'oublie exactement le temps que j'ai mis, environ 5 secondes. Bon, ben, quand même, c'est 5,1 secondes ou 4,9 secondes entre les bips. Pas grave, pas important. Tandis que si la tonalité constante lorsqu'on sonde n'est pas précise, là, ça va être difficile à l'oreille, ça pourrait être saccadé, la fréquence ne sera pas stable. Alors, j'utilise la minuterie TMR1 pour générer les tonalités et la TMR0 pour un calcul de temps à long terme qui est moins critique, si on peut dire. Alors, pour m'assurer que je ne serai pas dérangé par une interruption de la minuterie TMR1, j'éteins la minuterie le temps que je traite l'interruption. D'accord? Et j'abaisse le fanion qui a généré l'interruption. Je serai prêt pour la prochaine interruption. Alors, l'étape suivante, une fois que je suis rentré dans l'interruption, j'ai été interrompu par la minuterie TMR1, c'est de recharger TMR1 avec une nouvelle valeur. Et cette valeur-là va être dépendante de l'ADC. C'est donc ici que je détermine la fréquence d'oscillation en fonction de la résistance mesurée. C'est avec ce petit calcul ici. Maintenant, je m'assure de ne pas dépasser une fréquence maximale à l'oreille et une fréquence minimale. Et pour ce faire, je vérifie que ces valeurs-là sont entre 65 400, qui donnerait la fréquence la plus élevée, parce que 65 535, ça roule à 0. Donc, ça serait la fréquence la plus élevée. Et que ça ne va pas plus bas, la valeur TMR1, que 58 000. Ça serait la fréquence la plus grave. Je ne sais pas trop quelle fréquence la plus grave j'ai choisie. Ça, j'ai calculé, j'ai essayé, réessayé, jusqu'à temps qu'à l'oreille, ça sonne bien. Je n'ai pas fait de gros calculs. J'aurais pu le faire au calcul. Mais finalement, avec un piezo, on se rend compte que entre la théorie et la pratique, c'est mieux d'écouter le piezo à l'oreille pour juger qu'est-ce qui est acceptable, qu'est-ce qui ne l'est pas. Alors, j'ai joué avec ces valeurs jusqu'à temps que je trouve quelque chose d'acceptable. Vous pourriez facilement changer ces valeurs, mais sachez que sensor value peut aller négativement. Autrement dit, le 65 000 auquel on soustrait la valeur sensor value et je la multiplie par 16, pourquoi je fais ça? C'est pour augmenter le changement de fréquence en fonction d'une petite variation de résistance qu'on mesure. Bon, mais cette valeur-là pourrait être négative. OK? Ce qui est correct parce que ça va augmenter la valeur 65 000 qui est comme le point de départ dans mon calcul. Ça va l'augmenter. Sinon, si elle n'est pas négative, si elle est positive, je soustrais. Je soustrais la valeur ici, donc ça va être plus bas. Donc, tout ça, je reste entre 65 400 et 58 000. D'accord? Maintenant, si c'est 58 000,
Ça veut dire que mes sondes ne touchent pas à rien. Ça veut dire que vraiment la lecture de l'ADC est maximisée présentement. La résistance est la plus grande parce que je ne touche à rien, je ne touche pas à un court-circuit. C'est donc un seuil de détection. Si c'est le cas, là, je commence à traiter différemment. Là, je commence à penser à éteindre la tonalité et de ne produire que le petit pip, pip à toutes les quelques secondes. Et au bout d'une minute, je commence à penser à éteindre, donc passer en veille, en dormance avec le microcontrôleur. Alors, cette routine-là, c'est ça qu'elle fait. Elle vérifie lorsque c'est le bon moment de produire un petit bip en se servant de TMR 0 et je vérifie seulement l'état de TMR 0 lorsque j'ai reçu une interruption dans TMR 1. Comme ce n'est pas critique, à chaque fois que TMR 1 interrompt la boucle principale main pour venir rouler le code ici, c'est là que je valide aussi TMR 0 pour produire les petits bips et au bout d'une minute, éteindre le microcontrôleur. Alors, c'est ce que je fais. J'ai un compteur que j'incrémente tout le temps et lorsque la valeur atteint 37 000, c'est le temps d'éteindre le microcontrôleur. Et c'est ce que je fais ici, tranquillement. J'éteins les broches, j'arrête l'ADC, j'éteins l'ampli opérationnel, je fais tout ce qu'il faut pour passer en mode dormance et j'éteins le microcontrôleur, ou en tout cas je l'éteins. Je le fais passer en mode veille. C'est une commande. Et là, il arrête ici carrément. Tant que le bouton sur le dessus de l'appareil ne sera pas pressé, le code exécuté là, est arrêté ici. Il ne se passe plus rien. Lorsque le bouton est pesé, automatiquement, ça va réveiller le microcontrôleur tel que je l'ai configuré ici. Lorsqu'il y a un changement d'état sur la broche GP2, c'est ce qui va réveiller le microcontrôleur et je vais reconfigurer à l'inverse de ce que j'ai fait ici. Rallumer l'ADC, attendre que tout se calme, attendre que la personne enlève son doigt du bouton, remettre les compteurs à 0, ceux qui m'ont servi à compter pour passer en mode veille, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et le code recommence à exécuter tout simplement là, cette boucle, c'est-à-dire la boucle principale ici. Et lorsqu'il y a interruption, lorsque la minuterie roule à 000, cette fonction d'interruption est appelée et je la gère pour produire la tonalité auditive. Et à nouveau, lorsque l'état des compteurs me le dit, je traite le petit bip, donc éteindre la tonalité constante, produire un petit bip à toutes les quelques secondes et au bout d'une minute, éteindre carrément et tomber en mode veille, en mode dormance. Alors, c'est ça le code source. Lorsqu'on compile tout cela, le résultat qu'on obtient, c'est ceci. On utilise 23-24% de l'espace mémoire pour le code et j'utilise au niveau de la mémoire RAM, j'utilise 27% de la mémoire RAM. Bon, j'ai dû faire des compromis ici parce que j'aurais pu faire des calculs de moyenne, mais malheureusement, les calculs de moyenne nécessitent de faire des divisions. Et si j'avais voulu, par exemple, faire un calcul de 100 moyennes, divisé par 100, de façon simple, en code source, ça serait d'utiliser des librairies de mathématiques. Et ça prend beaucoup d'espace mémoire programme et ça prend beaucoup de mémoire RAM. Donc, je l'ai essayé et vous auriez dû voir la différence. Le saut de consommation là, dans le petit tableau que je vous ai montré en bas, là, le résultat des ressources, j'ai dû éliminer ça et j'ai fait des calculs très simples. Je multiplie par 16, par exemple. Multiplier par 16, c'est tasser un mot 4 fois. Donc, tasser les bits d'une variable là, 4 fois. Et diviser par 2, par exemple, ça serait tasser dans l'autre direction une fois. Alors, on travaille intelligemment pour éviter d'utiliser des librairies mathématiques, pour éviter que le code ne s'empêtre dans des choses très complexes. Il faut se rappeler qu'on travaille avec un petit microcontrôleur qui n'a pas beaucoup de mémoire disponible. Il faut faire des compromis dans le code pour obtenir une fonctionnalité intéressante sans gruger trop de mémoire. Bien sûr, si j'avais pris un Arduino, j'aurais eu beaucoup plus de mémoire disponible. J'aurais peut-être considéré à ce moment-là utiliser des fonctions mathématiques. Mais pour l'usage qu'on en fait ici, avec un petit microcontrôleur à 8 broches, c'était pas nécessaire.
Maintenant, ça pourrait être transporté, migré vers une plateforme Arduino quelconque, un Atmega 328, peu importe, même Tiny 85, mais vous allez être pris avec les mêmes contraintes avec un Tiny 85, c'est un petit microcontrôleur. Alors, ça fait le travail, c'est ce qui compte. Je voulais quelque chose de tout petit, pas quelque chose de gros, à peu de broches, et ça fonctionne. Ouf. Exercice pas facile et assez long là, de décrire du code source de façon intéressante, disons. J'espère que j'ai réussi, mais ce n'est pas évident. Bien entendu, le code source que vous venez de parcourir, le code assemblé résultant aussi, donc le fichier hex pour le programmateur de PIC, le schéma en format KiCad, tout cela est disponible sur mon site web bidouilleur.ca dans la section « Les fichiers » d'Electro-Bidouilleur. Vous avez vu la section précédemment dans la vidéo. Parlant de programmateur, j'ai utilisé le programmateur TL866 pour faire le travail de transfert sur le PIC. J'ai déjà aussi utilisé le programmateur K150 dans le passé. Et il y a évidemment les programmateurs de la série Microchip, les PIC Kit, qui font de l'excellent boulot. Donc, vous avez le choix. Cette série semble susciter un bon intérêt et plusieurs désirent construire la sonde. Certains même veulent créer une plaquette PCB en bonne et due forme et la rendre disponible par la suite. Je suis très content de cela. C'est le but de cette série, de vous donner des idées de projet. Vous pourrez prendre ce que j'ai fait et le copier tel quel ou l'adapter à vos besoins. Si, par exemple, vous appréciez moins l'utilisation de tonalités pour sonder, c'est contrairement à moi, je pense qu'à mon avis, c'est la meilleure méthode, car nos yeux sont totalement disponibles à ce moment-là. Mais si vous appréciez moins cette approche de tonalité, utilisez plutôt un affichage, genre multimètre, ou des clignotements lumineux, ce qui vous plaît finalement, mais rappelez-vous que vous devez percevoir la résolution de l'ADC, soit 1024 niveaux possibles. Assurez-vous que votre solution peut exploiter cette résolution, là, des 1024 niveaux, et que vous pourrez aussi la percevoir avec des clignotements, là, pas sûr. Bon, c'est la fin de cette courte série. J'espère que vous avez apprécié ce petit projet de sonde. Le meilleur endroit pour transporter la discussion sur la sonde, c'est le forum de discussion Électro-Bidouilleur. C'est probablement aussi le bon endroit pour savoir s'il y aura des plaquettes PCB de disponibles, si vous voulez vous construire la sonde. Allez au forum.bidouilleur.ca forum.bidouilleur.ca pour vous inscrire. C'est gratuit. Pourquoi pas? En terminant, permettez-moi de dire un merci particulier à tous ceux qui me soutiennent. Vous verrez leur nom apparaître dans quelques secondes. Et moi, je vous dis pour l'instant, à la prochaine!